Nous allons dans cette vidéo voir les points importants à maîtriser pour réussir une dissertation sur le parcours Célébration du monde associé aux deux œuvres de Colette, Sido et Lévry de la Vigne. Et pour cela, nous allons déjà revoir un peu l'analyse des termes, Célébration du monde, puis les thématiques importantes à maîtriser pour ce parcours. Enfin, nous allons étudier les différents plans possibles pour une dissertation, que ce soit un plan thématique ou un plan dialectique. Attention, je le dis et je le redirai, ce que je propose, ce ne sont pas des plans tout faits à répéter, mais des idées qui peuvent être utilisées dans tel ou tel cas. Puisque évidemment, le jour de l'épreuve, votre sujet vous imposera de réfléchir à un plan qui lui soit propre à ce sujet. Jamais vous n'aurez la possibilité d'avoir un plan tout fait qui puisse fonctionner à tous les coups. Et enfin, nous ferons un petit rappel de la méthode. Ayez tout d'abord en tête ce qu'impliquent les termes du sujet. La célébration évoque à la fois une action commune, religieuse, festive. D'ailleurs, en latin, celebro, celebro, signifie assister en foule à une fête ou fréquenter en grand nombre un lieu, ou encore faire connaître parmi un grand nombre de personnes. Il y a donc à chaque fois l'idée d'une communion, de quelque chose que l'on partage dans la fête. C'est donc important cette idée de quelque chose qui est partagé. Mais la célébration peut aussi signifier la louange destinée à grandir son objet. Quant au monde, c'est un terme très large désignant aussi bien la terre que l'ensemble de ce qui existe. Et de façon plus personnelle, un ensemble de choses formant un tout cohérent. Quand on parle par exemple de son monde, le monde de Colette, c'est ce qui forme l'univers propre à Colette ou propre à soi. Si on parle du monde de l'art, c'est l'univers formé par les différentes formes d'art, etc. À partir de là, nous pouvons développer la façon dont l'œuvre de Colette et la littérature célèbrent et ce qu'elle célèbre. Voici donc quelques thématiques. Évidemment, ce n'est pas exhaustif et vous pourriez en trouver d'autres. Le lyrisme tout d'abord. Le lyrisme est une tendance poétique et plus généralement artistique, privilégiant l'expression plus ou moins vive de la subjectivité ou de thèmes existentiels, dans des formes exploitant les ressources du moyen d'expression utilisé, donc la forme d'art, utilisée par l'artiste. Chez Colette, le lyrisme se traduit non seulement dans l'écriture, rythme ample, apostrophe, mais aussi dans les thèmes tels que l'amour, le bonheur, la nostalgie, la liberté, que nous verrons plus tard, et aussi dans l'importance de la nature. Et le lyrisme se trouve aussi d'ailleurs dans le caractère très subjectif de son écriture, aussi bien par son caractère sensible que par son caractère autobiographique. Enfin, si nous pouvons faire une petite aparté sur la littérature, le lyrisme, en littérature on le retrouve beaucoup dans la poésie, puisque la poésie est une des formes d'art souvent utilisées pour l'expression justement de la subjectivité, des sentiments, des impressions. Mais un grand nombre d'auteurs l'ont utilisé dans d'autres formes que la poésie, dans le roman par exemple, avec Rousseau, dans la Nouvelle Héloïse, et ce roman épistolaire qui nous rapporte l'échange amoureux entre ses protagonistes, mais aussi l'auteur romantique Chateaubriand dans René, ou Atala, ou toutes ses autres œuvres, et enfin dans Proust aussi, dans son autofiction à la recherche du temps perdu, qui comporte de très belles pages aussi lyriques. Deuxième thématique importante, c'est l'enfance, qui est une thématique littéraire assez récente à l'époque de Colette, car ce n'est vraiment qu'avec Rousseau, au XVIIIe siècle, qu'on envisage l'enfance comme un âge singulier, et l'enfant comme un être encore innocent, avec un regard qui lui est propre sur le réel. Ce qui permettra à un certain nombre d'auteurs de voir dans l'image de l'enfant l'image du poète, qui a un regard neuf sur le monde. Au XIXe siècle se développe alors une littérature mettant en scène comme personnage principal des enfants. Parmi les exemples, dans cette littérature sur l'enfance, on peut avoir souvent l'enfant représenté comme
l'enfance plutôt représentée comme un âge de pureté et d'innocence, par exemple dans Les yeux neufs de Lucien Daudet en 1921, ou dans Les temps innocents d'Émile Henriot en 1921 aussi. Mais l'enfance est aussi est souvent synonyme de l'âge de la liberté, par exemple à travers le personnage de Sophie, créé par la comtesse de Ségur en 1858 avec Les malheurs de Sophie, d'inspiration autobiographique, personnage de Sophie qui est tourné vers ses désirs et leur accomplissement, ou aussi dans Les enfants terribles de Cocteau en 1929, enfin édité en 1929, qui met en scène Paul et Élisabeth, frères et sœurs, qui transforment leur chambre, que Paul ne quitte plus d'ailleurs, en monde imaginaire où ils peuvent jouer leurs rêves loin du monde des adultes. Chez Colette, l'enfance est aussi ce temps de la liberté où elle peut se lever à 3h30 du matin pour aller seule assister au spectacle de l'Aube dans Sido. Dans Sido toujours, ce sont en particulier les deux frères qui représentent cette liberté, parfois méchante quand elle se tourne contre Mathieu, ce citadin assez guindé, mais avant tout aérienne puisqu'ils sont comparés à plusieurs reprises à des divinités du vent comme les sylphes ou le dieu Éole. Troisième thématique qui me semble importante, c'est l'amour, grand thème de la littérature, que ce soit à travers la poésie amoureuse ou à travers des figures comme celle de Victor Hugo. Nous pouvons penser à l'amour quasi divin unissant Gwynplaine et Dea dans L'homme qui rit, ou à l'amour paternel de Jean Valjean pour Cosette dans Les Misérables. L'amour unit aussi les êtres aimés chez Colette, et elle affirme régulièrement l'amour de ses parents, entre eux. Elle montre aussi la complicité de ses frères, et elle-même, à travers ses textes, manifeste son amour pour sa famille. Et d'ailleurs, elle fait des différents personnages de sa famille, quasiment des mythes, des dieux de l'air pour ses frères, une déesse de la nature pour Sido, un glorieux ancien combattant avec son père et un artiste méconnu. Mais c'est aussi Missy qui est célébrée dans Nuit blanche, Missy qui a été son amante après le divorce d'avec Willy, et les bêtes, en particulier les chats, qui lui ressemblent et semblent la comprendre même sans parole, comme le signale la chatte Kiki la Doucette. Le bonheur aussi est célébré chez Colette, parfois à travers la description de moments hors du temps, comme dans En marge d'une page blanche 2. Je vous relis le moment. Quand elle s'enfouit sous le sable au bord de la plage. Couché sur le ventre, un linceul de sable me couvre à demi. Si je bouge, un fin ruisseau de poudre s'épanche au creux de mes jarrets, chatouille la plante de mes pieds. Le menton sur mes bras croisés, le bord de la cloche de jonc borne mes regards, et je puis à mon aise divaguer, me faire une âme nègre à l'ombre d'une paillote. Sous mon nez sautent paresseusement 3 puces de mer au corps de transparente agate grise. Chaleur, chaleur, bourdonnement lointain de la houle qui monte ou du sang dans mes oreilles. Mort délicieuse et passagère où ma pensée se dilate, monte, tremble et s'évanouit avec la vapeur azurée qui vibre au-dessus des dunes. Passage donc où elle semble s'extirper de la réalité pour vivre un moment d'éternité où le bonheur s'affranchit des limites du corps. Et ce qui peut faire penser à la définition du bonheur chez Rousseau dans la promenade 5 des rêveries du promeneur solitaire, dans laquelle il parle de moments passés au bord du lac de Bienne. Et quand il décrit ces moments au bord du lac de Bienne, il dit « Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléaient au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. » Et un peu plus loin, s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours,
sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation, ni de jouissance, de plaisir, ni de peine, de désir, ni de crainte que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière, tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux. Donc on retrouve ici cette même idée chez Rousseau d'un bonheur qui s'affranchit du temps et qui accède à une certaine forme d'éternité. Parfois, le bonheur chez Colette est aussi plus ambigu, car mêlé à la nostalgie, d'où l'expression triste allégresse dans Jour gris, qui nous amène au 5e point, c'est la nostalgie, puisque l'œuvre de si la joie est teintée de tristesse, c'est du fait de la nostalgie, qui elle-même n'est pas tout à fait triste, mais teintée de joie, les deux s'entremêlant. L'œuvre de Colette cherche, comme Proust dans La recherche du temps perdu, à ressusciter le passé à travers l'écriture. On peut d'ailleurs voir des ressemblances entre les deux œuvres, comme Proust retrouve Combray en buvant une tisane dans laquelle avait été trempée une madeleine, donc grâce au sens. De même, le parfum des violettes dans Dernier feu renvoie la narratrice chez Colette au printemps de son enfance. Cet attachement au passé que l'écriture essaye de saisir, comme les sens l'avaient un instant rendu à nouveau présent, vient d'un amour charnel pour son pays, en tout cas chez Colette, et elle le dit « J'appartiens à un pays que j'ai quitté ». Cette appartenance physique semble même se traduire par la langueur qui l'accable dans Jour gris. Toutefois, elle n'est pas dépossédée, comme son frère, Léo, qui lui est dépossédé des 4 notes, dans Les Sauvages, quand il allait voir le château qu'il n'a pas entendu la grille grincer. Elle a une attitude positive tournée vers le futur, car ce passé lui appartient toujours, au point qu'elle s'invite à s'en aller parée de ses souvenirs à la fin de Rêverie du Nouvel An. Elle dit « Va-t'en parer ». Parée de quoi? Mais parée de son passé, parée de ses souvenirs, ce qui lui permet d'avancer dans la vie et d'affronter l'avenir. Autre éloge aussi, c'est celui de la liberté. L'écriture est aussi le lieu pour les écrivains de manifester leur soif de liberté, et Colette y affirme sa bisexualité dans Nuit blanche. Il est d'ailleurs intéressant qu'elle se place dans le sillage d'une poétesse qui, elle aussi, affirme sa liberté sexuelle et son amour des femmes, Renée Vivien. Renée Vivien, qui était une poétesse qui se présentait elle-même comme saphique à travers ses poèmes, et à qui Colette dédie Le printemps de la Riviera. Par ailleurs, on peut voir aussi que Colette suit l'exemple de sa mère, Sido, en refusant les entraves des conventions bourgeoises et mondaines. On peut penser à ce spectacle La Chair dans lequel elle montre son sein nu. Ceci dit, ça a quand même choqué sa mère. La nature, enfin, occupe une place centrale dans la littérature. Il faut que je me dépêche. En particulier avec les romantiques au XIXe siècle qui en font un miroir de l'âme et un refuge pour les solitaires, les marginaux que sont les artistes maudits. À la différence, au même siècle, du Parnasse qui met en avant l'art pour l'art, ou des dandys qui veulent faire de leur vie entière une œuvre d'art, et donc artistes, personnages chez lesquels l'art, c'est-à-dire ce qui a été fabriqué, supplante la nature. Et on en a une belle illustration à travers le personnage de Désessinte dans À rebours, de Huysmans. La littérature manifeste aussi parfois le désir extrême de s'unir à la nature. Par exemple, dans Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti, le marin Jan Gaos n'a finalement pour véritable épouse que la mer. Nous pouvons aussi penser au poème de Anna Noailles, La vie profonde, où la poétesse devient arbre humain. De même, Colette met en avant une union à la nature qui se fait par les sens, mais aussi par une certaine attention qui lui a été enseignée par sa mère, dont les capacités de devineresse viennent des antennes qui l'avertissent du temps qu'il fera. Et auprès d'elle, Colette apprend à avoir cette même connexion à la nature qui lui permet de la connaître et de la comprendre. Je finis dans une autre